Eh bien, nous voilà toujours dans le cadre de nos programmes de la fête de Sukkot. Nous avons le plaisir de dialoguer ce matin en direct avec André Orluc. André, bonjour. Bonjour. Et d'une certaine manière, on peut vous souhaiter une bonne fête de Sukkot également. Je souligne que nous avons enregistré ce programme avant la fête de Sukkot, mais que pendant Sukkot, vous serez ici à Jérusalem avec, on va dire, des représentants, plusieurs milliers de membres on va dire, de ce que on pourrait appeler les chrétiens amis d'Israël qui vont participer à la traditionnelle marche de Jérusalem, cette marche très haute en couleur qui caractérise, qui est l'un des points forts de cette fête de Sukkot et qui est d'une certaine manière qui caractérise la relation entre le peuple juif durant cette fête et l'ensemble des nations qui viennent ici à Jérusalem, comme cela se faisait à l'époque du temple de Jérusalem, pour d'une certaine manière montrer le lien, le caractère universel de cette fête de Sukkot. Alors, vous êtes membre d'une délégation de la délégation française. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à Jérusalem pendant cette fête de Sukkot. Nous allons parler d'abord de ce sujet avant de rentrer dans une seconde partie de cet entretien sur votre action en particulier dans la région, dans votre région, dans le Limousin et dans d'autres régions, on va dire du sud-ouest de la France, on va dire plus exactement, ou du centre de la France, pour parler d'un colloque que vous organisez à l'occasion pour parler de la Shoah et de la place que ces régions ont occupée pendant la terrible période de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va d'abord parler de la joie avant de parler d'un sujet plus difficile, plus douloureux. On va parler de la joie de Sukkot. Pourquoi c'est important pour vous d'être pendant cette fête de Sukkot à Jérusalem ? Eh bien, vous avez dit le mot le plus important, la joie de défiler en communion avec le peuple juif, d'être là dans la cité, des cités, pendant cette fête, qui effectivement a cette valeur absolument universelle, avec sa base biblique profonde. Hein. Voilà, pour nous, c'est un grand privilège et une joie. Alors, je dois dire que nous parlions en antenne et je vous ai demandé comment vous vous définissiez. Vous m'avez dit que vous définissiez pas obligatoirement comme catholique ou protestant, mais comme chrétien biblique. Alors, expliquez-nous cette définition. Oui, alors, je pense que c'est important. Ce mot biblique est très important pour des raisons évidentes. La Torah, la Bible, est à la base de toute notre unité, notre fondement judéo-chrétien. Il n'y a pas de christianisme sans judaïsme. Et il y a une continuité absolue. Et donc cette base biblique est le fondement de notre foi. Alors bien sûr, tout le monde connaît, l'histoire, cette très longue histoire, très douloureuse histoire entre juifs et chrétiens, mais nous vivons actuellement des temps exceptionnels de retrouvailles, de réconciliation au niveau catholique depuis Vatican II, et puis dans le monde, Israël le sait, tout juif le sait maintenant, parmi ces chrétiens, je crois qu'il y a 750 millions de chrétiens évangéliques par exemple, une grande partie d'entre eux aiment Israël de tout leur cœur, parce que la Bible est au centre, parce qu'il y a un cri d'amour dans la Bible pour son peuple, et avec des retombées universelles. Et je dirais juste, pour qu'il n'y ait aucun dérapage, je pense que l'immense majorité de ces gens aiment Israël et le peuple juif par amour, et non pas de manière désintéressée. Pour des visées eschatologiques ou autres. Ça, il faut être très très clair. Pour moi, qui ai participé à cette marche il y a plus de 35 ans déjà, Daniel, voyez. Ah oui. Ça veut dire que pour vous, quelque part, le retour du peuple juif sur la terre d'Israël, c'est un symbole extrêmement fort. C'est le symbole de la force d'Israël retrouvée, d'une certaine manière ? Écoutez, je crois que c'est pour nous, c'est le plus gros symbole. Le retour, on en parlera tout à l'heure, et c'est un lien entre justement les rencontres dont nous allons parler. 44-45, la Shoah,
tous nos compatriotes réfugiés terrés devant la terreur, échappant à la terreur, et 3 ans plus tard, Israël. Je pense que d'Auschwitz à Israël, et la renaissance d'Israël a été pour tous les chrétiens bibliques du monde entier, en particulier bien sûr les protestants qui étaient très proches avec la parole, du plus grand événement, j'allais dire, que nous ayons connu. Comment le peuple juif a réussi à sortir de ses cendres et à créer un État. Exactement, avec, mettons-le au centre, avec le clin d'œil après Kippour, l'Éternel, bien sûr, qui avait promis il y a des millénaires que ce peuple dispersé reviendrait sur sa terre. Et voilà, et pour nous tous, je pense que nous avons cette même communion, et je crois que cette joie, elle vient de là, de dire, voilà, ça c'est fait, cette promesse s'est tenue, et puis bon, nous voyons aujourd'hui, bien sûr, cet extraordinaire développement de cet État avec, bien sûr, tous les problèmes inhérents, c'est évident. Alors, ceux qui assistent à cette marche de Jérusalem, à cette traditionnelle marche de Jérusalem, savent qu'il y a effectivement, je le disais tout à l'heure, de nombreuses nations qui sont représentées, mais malheureusement, on peut dire que la France, elle n'est pas représentée, on va dire, à la puissance, on va dire, numérique de ce pays. C'est-à-dire, la délégation française est généralement relativement modeste par rapport aux délégations américaines, aux délégations même de certains pays d'Afrique qui sont ici représentés très massivement. Comment vous expliquez... Chinoises maintenant. Et chinoises aussi, bien sûr. Alors, comment vous expliquez, on va dire, cette tiédeur en France face à justement à ce mouvement que vous portez, ce mouvement à la fois biblique, cette volonté de considérer sous un prisme, on va dire, spirituel, ce retour du peuple juif sur la terre d'Israël? Alors, nous sommes là au cœur, votre question est au cœur du problème. Il y a bien sûr le côté culturel. Nous, les Gaulois, dispersés, franchouillards, qui avons cette tradition d'individualisme qui se retrouve à tout niveau. Mais surtout, il y a le côté historique de la France. Il ne faut pas oublier que... Alors, la France est un pays extraordinaire à tous les niveaux, historiques, mais aussi sociologiques actuellement. Nous avons la 2e communauté juive, vous le savez, bien sûr, au monde, en diaspora, après les États-Unis. Nous avons aussi une des plus grandes communautés musulmanes en France actuellement, qui pose tous les problèmes que vous savez. Et la France, historiquement, a toujours été une terre catholique. Alors, l'histoire est très très longue. Le protestantisme en France ne représente que 2% de la population. Et il y a eu un effondrement, vous le savez également, sociologique très bien étudié ces dernières années, de la pratique d'un plus grand nombre de catholiques, mais en même temps, il y a un renouveau biblique qui a vu le jour dans les années 70. C'est pour cela que, numériquement, nous devons le dire, les personnes qui ont une approche biblique, qui ont une approche spirituelle, catholique et protestante, sont quand même très minoritaires en France. Cela ne veut pas dire que le reste de la population est hostile à Israël, parce qu'il y a eu, vous le savez également, historiquement, un grand amour entre Israël et la France dans les années 60, avant ce que l'on sait. Et donc, je pense qu'il est logique. Vous savez, il y a actuellement en Chine 100 millions, pratiquement, de chrétiens, disons, en majorité évangélique. 100 millions, Daniel. Oui. Que je vous dis, vous voyez, c'est des chiffres qu'on ne trouvera nulle part, que vous, en Israël, pouvez donner. En France, il y a peut-être on va dire un grand million maximum d'évangéliques. Et parmi ces gens-là, effectivement, je pense qu'il y a énormément d'amis d'Israël cachés, dispersés. Au niveau catholique, au niveau de la hiérarchie, il y a eu une très grande sympathie, biblique également, pour le peuple juif, pour Israël, les amitiés judéo-chrétiennes, mais cela représente une minorité au sein du monde catholique, parce que il y a eu bien sûr les problèmes politiques, et je vous parle en toute clarté. Le problème politique a souvent, et le soutien par exemple aux Palestiniens a pris le dessus comme victimaire, si vous voulez, par rapport
j'allais dire, à l'élan biblique pour Israël. Voilà. Et je crois que lorsque l'on regroupe toutes ces notions historiques, sociologiques, théologiques, on comprend que les Français soient un petit groupe, et en fait, malheureusement, ils ne représentent avec puissance de leur engagement que cette minorité, mais qui est quand même très très proche, j'allais dire, de la communauté juive. Voilà. Alors, c'était très important de le souligner, mais cela, on a parlé de cacher, mais ça nous amène d'une certaine manière à ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et justement, la région qui vous est chère, c'est-à-dire, on va dire le Limousin dans un premier temps, et on peut même élargir à beaucoup plus de régions, comme l'Auvergne et d'autres régions du sud-ouest de la France, qui ont protéger les Juifs, qui ont caché des Juifs pendant la Shoah. Et on va en parler à la fin du mois d'octobre dans un colloque, une rencontre, vous préférez utiliser le terme de rencontre nationale, qui va être organisée autour de ce que l'on appelle, on pourrait appeler la mémoire juive du Limousin, la mémoire juive de cette région. Destin croisé, c'est l'intitulé de ce rassemblement, de ce colloque qui va se tenir donc pendant 3 jours à Brive-la-Gaillarde, avec une palette de personnalités qui vont venir d'Israël en partie, de France bien entendu, qui est on va dire un colloque qui est orchestré, si je ne m'abuse, par l'historien Georges Bensoussan, avec des participations de diverses personnes, des témoignages. On va entendre des témoignages qui vont être apportés entre autres par notre ami Michel Roté, qui a interviewé ici en Israël des personnalités comme Lucien Lazare et d'autres. Je ne me rappelle pas pour l'instant, vous allez me dire, compléter cette présentation. C'était important pour vous, et ce n'est pas la première fois que vous organisez ce type de rencontre, mais cette rencontre on va dire, un cachet plus important que les précédentes. C'était important de rappeler, on va dire, la mémoire vive de cette région qui s'est distinguée pendant la Shoah pour défendre, protéger, cacher des Juifs qui avaient trouvé refuge dans cette région. Oui, effectivement, c'est une histoire... une belle histoire là aussi, puisque nous avons eu 2 premières rencontres qui s'appelaient Mémoire juive en Limousin, qui avaient réuni un petit peu les prémices de toute cette aventure extrêmement riche que nous avons découverte ensemble, avec des historiens, des témoins, des élus locaux, des familles. Et il a été décidé de faire une nouvelle rencontre. Cette rencontre s'appelle effectivement Mémoire juive à Brive, mais elle concernera, vous l'avez bien dit Daniel, elle concernera toutes les régions du sud de la France. Nous irons de l'Auvergne au Limousin, au Périgord, nous irons également au Chambon-sur-Lignon dans le Vivarais, parce que notre thème s'appelle Destin croisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire destin croisé ? Qu'est-ce qu'il renferme, ce terme ? Alors c'est un terme qui est extrêmement symbolique, parce que il y a deux caractères majeurs. C'est le caractère géographique. Toutes ces régions étaient en zone sud pendant la guerre, et toute la région juste avant la défaite de la France, de ce que l'on appelle la drôle de guerre en 1939, toutes les communautés juives alsaciennes, lorraines, ont été repliées de Clermont-Ferrand à Limoges, Périgueux, etc. Et donc se sont reconstituées des communautés avec rabbins, cacheroutes, hortes, écoles, à Limoges, à Périgueux, notamment avec le rabbin Deutsch et puis d'autres grandes personnalités, dès 1939. Après la défaite de la France en 1940, la France a été coupée en 2 zones. La zone nord occupée par les Allemands et la zone sud dite libre du gouvernement de Vichy. Et toute la population juive n'a pas pu revenir en Alsace-Lorraine, connaissant le drame montant de la persécution des Juifs par les nazis. Et donc, ces régions sont devenues des régions d'une structure communautaire, de refuge, de résistance, et les personnalités ont donc pu
aller d'une région à l'autre pour échapper, pour fuir, se cacher. Parmi les grandes familles juives, on va dire, les nombreuses familles juives qui ont été accueillies et cachées dans vos régions pendant la Shoah, essentiellement des familles, comme vous le disiez, alsaciennes, il y a la famille d'André Neher, le célèbre penseur juif André Neher, qui a été avec sa famille, ses parents et toute sa famille, qui a réussi à se cacher dans un petit village, Lanteuil. On en parle beaucoup dans la communauté juive parce que c'est resté une forme de symbole. C'est exactement, on peut dire, le modèle de ce que les habitants de ces régions, comme le Limousin, comme l'Auvergne, le Périgord, ont réalisé dans la plus grande discrétion pour protéger, cacher des milliers de juifs pendant la Shoah. Exactement, André Neher est très emblématique et nous avons l'honneur pour ces rencontres, d'évoquer cela sur place la première fois à Brive-la-Gaillarde, puisqu'il a été enseignant au lycée de Brive, expulsé avec les premières lois juives, nous mettrons d'ailleurs une plaque, et il s'est réfugié à 12 km à Lanteuil. Et toute sa famille, pendant 4 ans, a vécu quelque chose d'absolument extraordinaire, puisqu'il représente le symbole du juif alsacien qui est arrivé professeur, Monsieur Tout-le-Monde, républicain, je veux dire totalement intégré dans cette France qu'ils aimaient, et qui s'est retrouvé au cœur de la tourmente de la Shoah. Sa famille, par miracle, a échappé à la déportation à Lanteuil. Et on sait que dans cette mutation, cette transformation inouïe, il est devenu le grand penseur, le philosophe, le leader du renouveau juif que l'on connaît. Et j'ajoute qu'à André Neher, nous allons, et je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel que nous allons faire et de magnifique, enfin je veux dire à vivre, nous allons évoquer également Beno Gross, Léon Poliakov, qui était aussi... Nous allons évoquer l'école des prophètes du Chambon-sur-Lignon, puisque Madame Heinisch viendra nous en parler, André Chouraki, bien évidemment, Jacob Gordin, Jules Isaac. Jules Isaac qui, par exemple, si vous voulez, est passé du Chambon-sur-Lignon par Brive, protégé par les résistants de Brive, et est monté jusqu'en Auvergne. Donc, vous voyez, ces destins, voilà le sens très profond du mot destin croisé. Destin croisé. Et donc, quelque part, ce colloque, ce rassemblement va faire honneur à ces familles, mais pas seulement à ces familles, faire honneur à ceux qui les ont protégés et ceux qui ont permis, donc, dans le Limousin, ces habitants de Limousin qui, par leur discrétion, ont permis à ces familles juives d'être cachées et protégées. Il y aura d'ailleurs, si je ne m'abuse, le professeur Michel Revel, qui est le neveu d'André Neher, qui sera avec vous donc lors de ce colloque, avec, je dois avouer, un programme extrêmement chargé. Je parlais de Georges Bensoussan. Il faut également souligner d'autres personnalités qui seront présentes. Dites-nous, Cathy Hazan, par exemple, qui est historienne à Lausée. Cathy Hazan, Jacques Semelin, qui a écrit le livre. Voilà. Nous avons tous les historiens locaux, bien sûr, avec le musée Michelet, le musée Edmond Michelet et toute une pléiade d'historiens locaux. Nous aurons, bien sûr, des historiens, je vous ai parlé, comme Nathalie Heinisch, Denis Charbit devait venir, nous aurons Sandrine Schwartz, nous aurons également le professeur Yankou, Daniel Delmer, Paul Zawadzki. Donc c'est effectivement un colloque, on va dire, de niveau national, qui se tiendra dans cette région du Limousin. Combien de temps il vous a fallu pour préparer un tel colloque ? Écoutez, c'est le fruit, en fait, c'est l'aboutissement de 4 années de travail et pratiquement, je dois dire un peu comme coordinateur d'un an de travail très, très, très intense quand même, voilà. Voilà, oui. On souligne également la présence de Yael David qui a fait le contact avec vous et qui est, disons, apparenté à la famille d'André Neher également. Mais voilà donc pour ce programme extrêmement chargé. 3 jours de colloques, de rencontres à Brive entre le 27 et le 30 octobre, du dimanche 27 au mercredi 30 octobre, avec donc un programme extrêmement important. Et bien entendu, c'est ouvert à tout celui qui souhaite mieux comprendre, mieux découvrir le rôle particulièrement, on va dire,
très honorable et très audacieux qu'a accompli cette population de ces régions du Limousin. Et la communauté juive, il faut bien dire que nous allons aborder les deux thèmes finalement, les justes. J'ai résumé comme ça, celui qui est arrivé avec sa valise en détresse, qui a frappé à une porte, et celui qui l'a ouverte. Les deux risquaient à la fois leur vie et aussi le plus grand des dangers pour leur famille. Donc on a eu des rencontres extraordinaires, et tous ces hommes qui ont donné naissance, nous allons aborder cela également, au renouveau du judaïsme français, puisque tous ont été les piliers de l'école d'Orsay, du renouveau, après cette tourmente. Voilà. Eh bien voilà, et j'ai oublié de mentionner, mais il n'est pas trop tard pour le faire, Antoine Mercier, qui va être le modérateur, le présentateur de l'ensemble de ce colloque, de ces débats qui vont se tenir donc à Brive entre le 27 et le 30 octobre. Merci encore, André Orluc, d'avoir été avec nous par téléphone, en attendant de vous retrouver ici à Jérusalem pendant cette fête de Sukkot pour la traditionnelle marche de Jérusalem, et donc du 27 au 30 octobre à Brive pour ce colloque. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne fête de Sukkot. Voilà, bonne fête également, merci. Shalom.